Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes nos auditeurs d'RDI, bien sûr. On est dans Soif de sport ce soir. On a l'honneur de retrouver ce soir le CTS de la Guyane en la personne d'Hubert Cantou. Bien sûr, on va parler football ce soir. Hubert, bonsoir. Ça va bien? En pleine préparation ou en ce moment l'actualité? En pleine semaine de formation. Aussi, on va parler bénévolat avec Alex Tertullien, bien sûr. On va parler de ping-pong. Bonsoir Alex. Bonsoir. Voilà, et on attend dans nos studios Noël Ting. On va parler de sport féminin, bien sûr, de Zumba et tout autre sport artistique fait maintenant dans les salles de sport ou même en plein air. Donc on va tout de suite commencer cette émission en donnant des résultats qualifiés pour, on va dire, les demi-finales de cette Coupe de France régionale. Les deux équipes de Matoury. Marc, ce soir, on était ce week-end à Matoury, on a passé un bon moment pour cette fête de Saint-Michel. Hein. Ah oui, très très bon moment, avec beaucoup de sport, beaucoup de démonstrations, et puis même on a eu le plaisir de vivre cette compétition de futsal. De futsal. Il me semble que tu as participé d'ailleurs. J'ai participé, on va en parler tout à l'heure, on va revenir avec nos amis de Kourou. Je disais, l'US Sinamari, bien sûr, l'ASC Aguado qualifié, et aussi l'US Matoury et l'étoile de Matoury. Donc je pense demain à la Ligue de football, ce tirage au sort nous donnera ces affiches pour ces deux demi-finales, et les deux vainqueurs, bien sûr, joueront contre les équipes de métropole. Donc un match qui se fera en Guyane et l'autre match sur la métropole. Aussi, donc on revient sur cette fête de Saint-Michel, une très belle fête ce week-end. Vous avez suivi les actualités, Alex Tertullien, ce qui s'est passé à Matoury ce week-end? Plus ou moins. Il y avait du ping-pong aussi, hein? Il y avait du tennis de table aussi, il y avait des démonstrations, il y avait de l'initiation, oui, tout à fait. Voilà. Pour ce tournoi de foot, nos amis de Kourou qui ont remporté ce tournoi face à cette équipe de Papa Ichton. Donc nos amis avec ce directeur des sports Ghislain Zulemaro, qui a suivi pendant toute une journée, depuis le matin jusqu'à 19h, ces hommes très bien encadrés par Guidiane et par Bongo qui ont remporté 4-1 une magnifique finale de futsal. Hubert était au hall Émile Bienvenu en compagnie de l'élu délégué au sport Sabrina Haidt. Hubert, comment ça se passe, le futsal? Oui, tout à fait. Je crois que c'est une activité qui est complémentaire du foot sur herbe, et il n'y a pas d'opposition à faire. Contrairement à ce que les gens font très souvent, ils essayent d'opposer le football sur herbe au futsal. Je pense que ce sont des activités complémentaires. Et au fur et à mesure, les choses commencent à évoluer dans les mentalités. Et puis j'espère qu'on va atteindre le point où vraiment ces deux activités vont se rejoindre. Donc, on a voulu recevoir le CTS, donc conseiller technique sportif, c'est notre appellation. Avant, c'était le conseiller technique régional ou départemental. L'actualité, déjà, pour commencer, ton actualité. Et moi, je me souviens, ça fait pas mal d'années, tu as succédé à Claude Élise, donc plus de 20 ans, plus de 25 ans presque, que tu... 21 exactement. Voilà, 21, je ne suis pas loin, que tu officies dans ce poste en Guyane. Il y a eu des bons, des moins bons, des super résultats, des jeunes qui ont été découverts, pas mal d'actualités. Aujourd'hui, qu'en est-il après ces 20 ans? Écoutez, il y a quand même eu de la progression, premièrement dans les installations déjà, parce que c'était un combat à mener.
Je suis même parti d'ailleurs en politique un tout petit peu pour essayer de mieux faire passer mon message. Je pense qu'il est davantage arrivé jusqu'aux élus parce qu'ils ne sont pas toujours au fait des besoins de l'activité du sport, quoi, d'une façon générale. Donc il y a eu l'arrivée des terrains en synthétique, donc qui ont facilité vraiment les capacités techniques, quoi, qui ont œuvré dans le sens de la rapidité d'exécution, ainsi de suite, parce que ce sont des surfaces qui sont complètement plates, donc on ne peut pas dire qu'il y a un défaut de terrain qui n'a pas fait arriver le ballon, parce qu'en fait, d'un niveau technique, quand vous savez que le ballon vous arrive, auparavant sur les terrains qui étaient bosselés, il fallait attendre qu'on ait maîtrisé le ballon pour en être sûr qu'on l'avait dans les pieds. Alors que sur une surface en synthétique, par exemple, vous êtes sûr que dès que vous avez évalué la vitesse du ballon et puis son point d'arrivée, vous pouvez déjà enchaîner avec l'action qui vient derrière. On va revenir sur les parties techniques, le développement du foot. On reste sur ton engagement politique. CTS, est-ce que aussi, c'est un poste de l'État, il faut dire aux auditeurs, hein, c'est un poste nommé par l'État, le ministère des Sports. Est-ce que ici, dans un département comme la Guyane, c'est une obligation d'œuvrer justement auprès des politiques pour l'évolution des installations sportives, pour l'évolution des cadres, pour les formations aujourd'hui que tu mènes? Est-ce que ta partie politique est partie prenante tous les jours avant de penser aux techniques, aux découvertes de nouveaux joueurs ou à la progression même du foot? Est-ce que cette partie politique est vraiment importante? Elle est fondamentale parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont les politiques non seulement qui orientent leur choix sur les activités sportives. Donc ça veut dire que même sur le financement même des associations sportives, il y a aussi une politique de financement des associations. Et plus vous avez les moyens, plus vous êtes à l'aise pour développer votre activité. Donc c'est sûr qu'il y a un aspect qui est politique qui est derrière, quoi. Chaque commune, chaque département dans le temps et la région ont une politique sportive. Donc c'est en fonction des éléments qu'ils mettent en place pour développer cette politique-là que l'on progresse. Et en 21 ans, bien sûr, j'ai vu arriver quand même de nouveaux cadres, de nouvelles installations, de nouveaux jeunes aussi, hein, qui pensent plus vite, qui vont plus vite dans leur vie même et qui retracent ça dans le football. On retrouve ça dans le football. Les prises de décision sont beaucoup plus rapides. Il faut dire aux auditeurs que dans ton poste, Hubert, tu es obligé de travailler avec tout le monde, tout le mouvement sportif, ainsi que les ligues. Oui. La Ligue de football, c'est aussi de la politique, puisqu'il y a un président de ligue qui a été élu, qui doit faire de la politique pour faire avancer le foot. Est-ce que ce croisement, ce que tu fais avec la Ligue aussi, puisqu'on te retrouve aussi à la Ligue. Oui, voilà. je suis totalement à la Ligue, mais en tant que professionnel, en tant que professeur de sport, parce que pour que les gens comprennent, je suis professeur de sport d'abord, mis à la disposition de la Ligue pour le développement des activités football dans tous leurs sens. Donc il y a des éléments qui concernent la formation, d'autres éléments qui concernent le développement des pratiques avec les petits, entre les U8 et les U13. Il y a des volets sur le football féminin et un volet futsal et un volet foot vétéran. Si vous voulez, toute l'activité sportive, contrairement aux régions de métropole qui ont un conseiller technique pour une activité bien définie, je suis obligé de couvrir toutes les activités puisque nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Enfin, je parle d'encadrement. Aussi, j'ai pu, sur mes recherches, voir des documents sur le sport scolaire. Parce qu'il faut expliquer vraiment aux auditeurs que tu as aussi une partie du développement du sport scolaire. Absolument. Donc, le développement du football en milieu scolaire concerne, et il est à plusieurs étages. Il y a d'abord le football à l'école qui concerne les écoles primaires, ainsi de suite. Donc, tu as eu l'occasion d'intervenir sur le projet qui concernait cette catégorie. Il y a les sections sportives qui concernent les élèves qui sont de 6e à la 3e. Et il y a la section sportive élite qui concerne les élèves qui sont au lycée, donc seconde, terminale. Donc vous voyez qu'il y a une architecture vraiment du développement du football en milieu scolaire que peu de gens connaissent en fait. Voilà. Mais vous voyez, ce sont toutes ces activités-là sur lesquelles je suis en chantier. Et comment ça se fait, enfin ma question peut-être innovante, comment ça se fait que tu es seul? Est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce que tu as des accompagnateurs, des encadrants qui t'aident justement à développer ça? Parce que tout seul, on ne peut pas être dans les quatre coins de la Guyane. On sait les distances à parcourir sont très longues, de l'est en l'ouest, et même au centre à Cayenne, on est assez nombreux. Comment ça se passe? Est-ce que tu as de l'aide?
Oui, ta question, Thomas Pic, elle me permet de féliciter vraiment les bénévoles parce qu'on s'appuie sur des éducateurs qui sont complètement bénévoles, quoi, hein. J'ai un collègue qui est conseiller technique avec moi. Le poste a été créé il y a à peu près 6 ans, donc qui s'occupe que de la partie des petits. Et on est obligé l'un et l'autre d'aller sur les actions de chacun, parce que tout seul, on ne le pourrait pas. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous évoluons, mais on n'aurait pas eu l'appui des bénévoles que c'eût été très difficile. Donc, c'est vraiment un gros coup de chapeau à eux. Un gros coup de chapeau aux bénévoles. On va revenir maintenant sur la partie technique, donc les sélections de jeunes, où il y a un gros travail qui est fait depuis plusieurs années. Pas mal de sélectionneurs jeunes, diplômés, d'encadrants, on va dire, de cadres techniques. On se rappelle de Jean-Pierre Noël, de Claude Faubert, qui a encadré des sélections et d'autres. Il y en a bien d'autres, je vais les oublier. Comment ça se passe, ce renouvellement de cadres pour les sélections déjà? Est-ce que par rapport à toi, tes choix, ou comment ça se passe? Bon, déjà il est difficile de fidéliser les gens parce que chacun a ses activités, a des enfants qui grandissent, ainsi de suite. Il y a des éléments qui font qu'il y a un appel d'air qui se fait à un certain moment et les gens sont fatigués du bénévolat. Et en plus, on est obligé à chaque fois d'avoir un tri quand même parce qu'il y a des éducateurs, qu'on le veuille ou non. Ils ont tous la même formation, c'est comme ceux qui passent le permis, hein. Il y a de bons chauffeurs et il y a de moins bons chauffeurs. Donc, on essaie de s'appuyer sur les meilleurs pour qu'on les mette sur la partie élite, quoi, du football. Parce que les sections sportives, tout ça, c'est l'élite. Parce qu'il y a des tests de sélection pour y accéder, ainsi de suite. Et sur les sélections, on essaye de mettre les meilleurs, quoi. Et ceux qui sont aussi désireux. Parce que tout le monde ne veut pas forcément encadrer une sélection. Non, pour les éducateurs qui ne savent pas comment faire ou qui auront envie aussi de se rapprocher du pôle. On va revenir tout à l'heure sur le pôle aussi. Tu as une fonction du responsable, hein, au pôle. Donc, on reste sur les sélections. Aujourd'hui, les tournois d'autrefois de Clairefontaine ou autres, quelle est l'actualité de ces tournois aujourd'hui pour les jeunes Guyanais? Parce qu'il y a beaucoup de compétitions aujourd'hui sur la Martinique, sur la Guadeloupe, des tournois internationaux avec des équipes de métropole qui viennent. Est-ce que nos jeunes Guyanais ont aussi la possibilité, comme avant, de pouvoir voyager et faire ces tournois qui étaient très intéressants? Ils existent encore, ces tournois-là, sauf qu'ils ont changé de forme, de formule. Je n'y adhère pas forcément, mais on n'avait pas le choix, puisque c'est la fédération qui donne des directives. Donc les tournois maintenant se font de façon triangulaire. Donc il y a d'abord un tournoi. Auparavant, il y avait une sélection de Guyane, une sélection de Guadeloupe et une sélection de Martinique, qui allait sur un tournoi en métropole afin de rencontrer d'autres ligues métropolitaines. Et les détections au niveau national se faisaient dans ce sens-là. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Il y a d'abord un tournoi interrégional, c'est-à-dire Guadeloupe, les sélections U15 de Guadeloupe, U15 et U16 et féminines de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique qui se rencontrent. Et à partir de ces triangulaires, il y a un groupe qui est dégagé avec l'aval, bien sûr, des autres collègues de conseillers techniques de Guadeloupe et de Martinique. Et nous constituons un groupe de 18 joueurs pour partir sur la métropole. Mais ça pose quand même un problème de cohésion parce qu'on joue avec 6 Guadeloupéens, je prends un exemple, 6 Guadeloupéens, 6 Guyanais et 6 Martiniquais. Donc on se rencontre sur Paris et c'est là qu'il faut mettre les choses un peu 2 jours avant la compétition. Et très souvent, on réussit quand même à avoir des résultats qui sont probants et des jeunes qui sont retenus pour rentrer dans les centres de formation, de préformation, puisque c'est ça l'objectif en fait. Donc l'objectif, c'est de réunir les meilleurs Guyanais, les meilleurs Martiniquais pour avoir une chance, quand ils arrivent en métropole, d'être détectés. Puisque la finalité, c'est d'être détectés et pas forcément d'avoir peut-être les meilleurs résultats. Oui, voilà. C'est une détection. C'est la raison pour laquelle, justement, le résultat importe peu. Mais quand on est des compétiteurs, forcément, et qu'on joue contre des jeunes d'une autre région, il est normal qu'on essaye de gagner, quoi. On fait tout pour gagner, pour remporter les matchs. Et on en a un, justement, qui dernièrement a participé, l'année dernière d'ailleurs, à cette détection et est parti sur la métropole dans un club professionnel de Dijon, pour ne pas les citer, et qui a été retenu en U16, puisqu'il change de catégorie, dans la détection nationale. Donc ça veut dire qu'il y avait 25 joueurs U16
sur le territoire métropolitain qui ont été retenus et il en faisait partie. Joueur du Geldar de Kourou qui évolue à Non, Kourou, non, c'est un joueur qui évoluait à Rémire. Rémire, d'accord. Et qui porte le nom de La Fontaine. Donc Grégory Lafontaine, d'accord. Grégory Lafontaine, Okay, exactement. D'accord. Pour revenir sur le pôle, ta responsabilité, comment ça se passe pour que les parents puissent être informés, puisqu'on a reçu ici André Pamphile, on a reçu aussi le pôle basket pour expliquer aux parents comment ça se passe, comment un enfant peut arriver au pôle. Il faut déjà être dans un club, être licencié dans un club, être meilleur dans son club, être repéré déjà. Bien sûr. Et après, comment le cheminement se passe pour que les parents puissent bien comprendre ce cheminement jusqu'au pôle. D'accord. Donc le pôle, c'est une structure d'élite. Hein. On essaie au maximum de la perfectionner, hein, cette structure. Et il y a une détection qui se fait. Donc au mois d'avril-mai, les dates sont publiées sur le site de la Ligue. On fait une détection et tout jeune âgé de tel âge est convoqué, peut venir sur la détection. Et à partir de cette détection-là, il y a un certain nombre de tests, de matchs, des jeux, avec bien sûr des éducateurs autour, qui observent et qui notent un petit peu. Et les meilleurs sont retenus pour rentrer dans le pôle. Maintenant, il y a d'autres conditions aussi qui sont d'ordre géographique qui rentrent en lieu, c'est-à-dire que les enfants qui sont très éloignés, donc Saint-Laurent, Mana, Kourou, ainsi de suite, et qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux, ont la possibilité de taper aux portes de l'IFAS. Bien sûr, ça a un coût pour les parents, ça a un coût aussi pour la Ligue. Donc l'IFAS sert en fait de point de chute de l'enfant. Donc c'est là qu'il est pris en charge pour sa scolarité, pour son éducation, ses petits déjeuners, son transport à l'école, ainsi de suite. Et après, ils viennent sur les terrains pour la partie footballistique. Donc ils bénéficient d'un emploi du temps qui est aménagé de manière à ce qu'ils soient libérés à des heures suffisamment tôt pour qu'ils aillent sur les terrains. Et tous les après-midi, il y a un entraînement qui leur est dispensé par des éducateurs diplômés. Il faut bien expliquer que ces jeunes joueurs jouent le week-end avec leur club. Tout à fait. Ils jouent tous avec leur club. Ils ne sont pas forcément en sélection. Ils jouent avec leur club. Ils sont à l'IFAS toute la semaine. Ils travaillent. Ils font les entraînements un peu aménagés, on va dire, le scolaire. Et le week-end, ils reviennent jouer dans leur club. Oui, tout à fait. Ils n'ont aucune obligation de laisser le club dans lequel ils sont licenciés. D'accord. On va continuer sur ce qu'on avait débuté tout à l'heure, sur les formations. On sait les difficultés en Guyane de pouvoir mettre des formations en place, d'une part, et d'avoir aussi le public sportif qui vient se former. Voilà. Comment tu peux expliquer le football est en baisse ou c'est quoi? C'est un manque de quoi? Comment tu arrives justement à monter des formations comme celle que tu as commencé ce matin? Écoutez, il y a un planning de formation qui est publié par la Ligue tous les ans, donc que moi-même je produis avec les collègues qui encadrent avec moi. Ce planning-là, bien sûr, les clubs y ont accès. Et très souvent, ce sont les clubs qui, dans leur structure, identifient des gens qui ont un profil de formateur. Parce qu'on peut être entraîneur sans vouloir forcément devenir formateur. Donc, ces gens-là viennent, donc s'inscrivent sur le site de la Ligue, sont convoqués. Et moi, je suis là pour dispenser la formation. Sauf que, bon, c'est une question de bénévolat. Ça commence à devenir de plus en plus rare. C'est une denrée qui se raréfie, malheureusement. Et il y a de moins en moins de bénévoles qui veulent absolument venir sur ces éléments-là. Donc effectivement, auparavant, les anciens joueurs voulaient absolument devenir des entraîneurs et maintenant, il faut les compter sur les doigts d'une main. Donc c'est la difficulté qu'on a. Mais quand on a 10 candidats, comme c'est le cas durant cette semaine, c'est intéressant. D'autant que les formations sont devenues encore plus accessibles parce qu'on peut avoir une espèce de clé à outils, on va dire, sur 2 jours de formation. Les éléments pédagogiques, ainsi de suite. Après, avec un tuteur, on peut être suivi dans son club. Et financièrement, ça revient assez cher ou ce sont des prix normalement moyens pour des diplômes comme celui-ci? Alors, ce sont des modules qui ne sont pas excessifs parce que le module en lui-même coûte 50 € et la fédération, en remplissant un bon, rembourse 25 € à la Ligue. Donc, il ne reste plus que 25 € en fait sur le module à la charge ou du club qui envoie le candidat ou du candidat lui-même. D'accord. Donc ce n'est pas excessif compte tenu des éléments après dont on peut disposer.
Donc, on voudrait aussi avoir ton avis sur la sélection phare, hein, la vitrine. Hein, aujourd'hui, bon résultat de premier match du sélectionneur et son équipe, Thierry Denif, on va dire. Tu as toujours été proche de la sélection, hein, depuis, on va dire, au moins 20 ans aussi, la nuit des temps. Aujourd'hui, quel est ton regard justement sur le travail, la continuité de Jair Karam? Aujourd'hui, on vient de la Gold Cup, hein, super bon résultat, oui. Vraiment inédit. Aujourd'hui, la continuité sur cette sélection de Guyane, ton regard justement, ou les difficultés, ou les avantages qu'on peut avoir avec les joueurs qui sont en métropole? Oui, alors il y a quand même un certain nombre de difficultés d'abord, on va en parler après, certainement des satisfactions. Bon, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs, les règlements ayant un tout petit peu changé, durant la trêve internationale, les joueurs qui jouent au niveau national ne sont pas exonérés. Donc il y a des matchs. Donc ça veut dire que pour les libérer, les cadres techniques auront davantage de difficultés par rapport à ce que pouvait faire Jair. Donc ça laisse aussi, l'avantage c'est que ça laisse de la place à des joueurs dits locaux. Qui doivent, à mon sens, augmenter leur volume d'entraînement pour répondre à des compétitions internationales. Donc nous, on est un peu, si vous voulez, concernés par ce fait-là, mais les équipes étrangères ne le sont pas. Donc ça veut dire que les internationaux, qu'ils soient trinidadiens ou barbadiens, seront libérés pour qu'ils aient représenté leur pays. Parce que ce sont des sélections nationales. Est-ce que justement, l'avantage n'est pas pour les joueurs locaux aujourd'hui sur cette forme de réglementation? Parce qu'on sait bien que nous, on n'est pas un pays, on est un département français. Voilà. Les joueurs de Ligue 2 sont difficiles à voir, voire de Ligue 1. Donc la nationale joue. Donc est-ce que ce n'est pas justement avantagé nos joueurs locaux, pas seulement dans les entraînements, mais tout ce qui est la diététique, tout ce qui est le repos, tout ce qui est l'hygiène de vie. Enfin, est-ce que ce n'est pas justement pour nous on va dire se professionnaliser un peu ici? J'espère que l'occasion sera saisie parce qu'en fait, maintenant qu'il y a il y aura davantage de joueurs, de joueurs qui viendront de l'Hexagone ou d'ailleurs, je pense que les joueurs locaux vont en prendre conscience. Et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des efforts à faire. On ne peut pas passer de niveau régional à un niveau international sans redoubler d'efforts. Donc en termes de récupération, de préparation athlétique d'abord, de préparation technique et puis de récupération, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc il faut vraiment qu'ils soient professionnalisés dans leur esprit, qu'ils deviennent vraiment de vrais joueurs professionnels. Récupération, qu'on arrête de boire n'importe quoi, de manger n'importe comment, à n'importe quelle heure, ainsi de suite. Ce sont tous ces éléments-là qui font d'un sportif un sportif de bon niveau, voire de haut niveau. Je vais vraiment insister, Hubert, dans mes recherches. Hein. N'oubliez pas, les auditeurs, on est au 05 94 36 3000. Le 36 3000, 05 94, vous pouvez appeler, poser vos questions, ou on est en direct sur la page Facebook rdi.guyane. RDI.Guyane. Je vais vraiment insister là-dessus, Hubert. Sur mes recherches, sur ces 10 dernières années, nous avons de excellents résultats. Sur les 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, sur les tournois, tout ce qui se passe aux Antilles. On revient avec des excellents résultats. Où se passent ces joueurs-là quand ils arrivent en senior? Comment ça se fait qu'en senior, justement, on ne retrouve pas plus de joueurs de cette qualité? Et en jeune, au niveau Antilles, Guyane, nous avons des excellents résultats. Alors, c'est-à-dire que ces compétitions-là, vous les avez bien citées, hein, ce sont les 14, les 15, les 17, les 19. Mais à partir d'un certain âge, les jeunes passent déjà leur bac. Il y en a qui s'en vont faire des études et qui disparaissent sur le sol métropolitain ou ils continuent à jouer dans des clubs régionaux. Il y en a qui partent très très tôt maintenant parce que tout le monde rêve de devenir footballeur professionnel. Et par exemple, si je prenais le dernier exemple des U15 de l'année dernière, il y en a 6 qui sont partis, quoi. Donc le tiers, ils sont déjà sur la métropole. À chaque fois, le travail recommence. Voilà. Donc à chaque fois, le travail recommence. Dès qu'on arrive en U15, il y a une très forte perdition parce que les parents pensent, avec raison d'ailleurs, hein, qu'ils ont des capacités et les font partir. Donc ça veut dire qu'au niveau senior, après, ce sont des joueurs plutôt moyens qui arrivent au niveau senior.
Ce n'est pas du tout une insulte pour eux. Bien sûr. C'est juste l'explication à la question que vous posez, quoi. Donc, il y a une très très forte perdition entre 15 et 17, 18 ans. Une petite réaction, Alex, sur tout ce que tu as entendu depuis tout à l'heure sur le football. Toi qui vis le sport depuis 30 ans, Alex, 40 ans même, on va dire. Je dirais que, c'est vrai que d'un œil extérieur, n'étant pas footballeur moi-même. Mais de sportif. Et je me demandais, mais comment le football en Guyane s'organisait. Parce qu'on a beaucoup de joueurs, on a de bons joueurs, mais par contre, je ne les vois pas du tout, ou alors très peu, en équipe de France ou en Ligue 1. Et ça m'a toujours questionné. Donc, j'ai écouté M. Cantou, donc il a donné un petit peu tout le cursus d'un footballeur guyanais, avec les résultats qu'il faut, avec les départs qu'il faut. Et moi, j'attends toujours des Malouda ou des Bernard Lamar, encore et encore et encore, un peu plus, quoi. Nous avons le potentiel. Un petit reportage sur Jair Karam qui disait justement le FC Barcelone vient de recruter à Poitiers un jeune de 13-15 ans, 200 000 euros. Il disait qu'en Guyane, nous avons pas mal de joueurs de cette qualité. Et comment ça se fait que justement on n'arrive pas, comme dit Alex, justement à perpétuer ce Malouda, ce Darcheville, ce Bernard Lama, voire autres. La difficulté, justement, lorsqu'on a passé 18 ans, de les retrouver à un niveau international. Bon, c'est une question qui est intéressante et à laquelle je vais essayer de porter des réponses qui me paraissent les plus logiques possibles. C'est-à-dire que je pense que dans les années qui viennent, ça va venir. C'est sûr que ça va venir. Parce que, si vous voulez, le niveau des compétitions qui se fait en jeunes, donc en U13, en U14, en U15, en U16, ainsi de suite, en métropole, n'est absolument pas le niveau qu'on retrouve ici. Ici, certains joueurs, de plus en plus d'ailleurs, ils ont tendance à se regrouper dans les mêmes clubs, dans les meilleurs clubs. Donc vous avez des résultats, des 4, des 5, des 6-0, sans vraiment qu'ils aient des efforts à fournir. Je vous rappelle que Malouda est parti à 15 ans. Il a été international, il est parti à 15 ans, à Châteauroux, je m'en souviens encore. Bernard Lama est parti à 17 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont fait toute leur préformation là-bas, toute leur formation là-bas, avec des clubs. Sur les Antilles, on a à peu près 7000 licenciés ici, on va dire, en parlant gros. En Guadeloupe, il y en a 14 000. En Martinique, il y en a 12 000. Il y a un Lémar qui est sorti de la Guadeloupe. Et il est sorti de la Guadeloupe à 15 ans. Et il a fait le reste de sa formation à Caen. Donc nous avons maintenant des jeunes qui rentrent dans des centres de préfaux. Nous avons 2 à Dijon, nous avons 1 à Toulouse, il y en avait un qui est à Lyon. Lyon qui est le meilleur centre de préformation, ce sont des gardiens de but. Celui de Toulouse et celui de Lyon, je pense que ce sont des gens qui vont taper aux portes de la Ligue 1. Il faut leur laisser le temps, mais c'est au fur et à mesure. Donc il leur faut 4-5 ans de formation pour qu'ils tapent aux portes de la Ligue 1, voire de l'équipe de France, je l'espère, en tout cas. Mais nous, on fait un travail de préformation et le travail de formation se termine en métropole. Il faut absolument qu'ils partent entre 14, 15, 16 ans. Sinon, après, c'est que Darcheville qui est parti un peu plus tard et puis qui a tout explosé. Pareil, Frédéric Piquion en Martinique est parti très tard aussi. Mais c'est très rare. Tout de suite. Si vous nommer 5 comme ça, je vous paye le champagne. Tout de suite. Il y en a 2 qui passent comme ça, mais... Il y a Denif qui a quand même percé à ce niveau-là. Il est parti très jeune aussi, très jeune du club colonial. Qui d'autre ? Oui, on a eu pas mal de joueurs. Mais moi, je me dis, mais bon, il en faudrait beaucoup plus à l'équipe de France parce que ça va pas. Bon, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que il y a la difficulté parfois que on a de très bons joueurs, mais ils sont dans la mauvaise génération. C'est-à-dire qu'il y a très bonne génération en métropole et là, ils sont en avant. Je parle par exemple la génération de Sailly et tout ce qui s'en suit. Bon, il fallait vraiment, vraiment pousser pour pouvoir gagner sa place. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que moi, je vis dans le foot et je suis très souvent en contact avec ça. On ne s'imagine pas d'ici ce que c'est que devenir un footballeur professionnel. C'est comme si vous étiez à l'école. C'est-à-dire que on va jouer contre des gens qui ont 8 entraînements par semaine. 8.
Nous, on en fait 2. Nos joueurs en font 2, 3. Voire 3 maintenant. Avant, c'était 1 le mercredi et puis dans les matchs. On jouait 8 entraînements. Ça veut dire que les gamins, ils ne vont pas à l'école parce que l'école privée est dans le centre. Donc, ils quittent leur sac, leur cartable sur la table. Et chacun a sa table, a son pupitre. Chacun a son casier pour ses équipements. Et ils vont au terrain. Et après, ils font le tour contraire. Ils reviennent du terrain, ils passent à la douche, ils sont dans la salle de cours et ils repartent au terrain. Donc, ils ont au moins 2 entraînements par jour. Un entre 11h et midi et demi. Il ne fait pas chaud, c'est pas comme ici. Et un l'après-midi. Donc, quand vous jouez contre quelqu'un qui fait 8 entraînements, si vous ne les faites pas vous-même, ne serait-ce qu'au niveau de la préparation athlétique et de la physiologie, vous ne répondez pas, quoi. Vous ne pouvez pas répondre. Merci Hubert Canto de nous avoir éclairci justement sur ce monde du foot en Guyane. On va retrouver justement très bientôt la sélection de Guyane pour son 2e match d'ici le 11 novembre, je pense, ou 11 octobre, au stade de Rémière. Alex Tertullien? Oui. Très bien. Le ping-pong va bien? Le ping-pong va bien. Non, on dira que pour le moment, on est vraiment dans la pente descendante parce que il y a toujours un cycle comme ça. Et là, je pense qu'on devrait faire un gros travail pour repartir de l'avant. Donc, on va continuer avec Alex Tertullien. On va faire 1 minute de pause et on se retrouve tout de suite dans Soif de sport. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la Dream Team RMC. RDI. C'est du grand spectacle à la radio. Bonsoir à tous. On se retrouve sur RDI Guyane tout de suite dans Soif de sport. Donc Alex Tertullien dans nos studios. On va parler de tennis de table. Et elle est arrivée, je vous l'avais promis, Noël Tigne de l'association Terra Dansa. Et là, parmi nous, elle va tout nous dire sur la Zumba, sur la santé, le bien-être, aussi la cuisine sportive. Elle va tout nous expliquer. Alors, Alex, on commence avec toi. Alex, aujourd'hui récompensé pour la fête du sport par la ville de Cayenne, récompensé en tant que bénévole. Depuis combien d'années Comme je le dis, les années, je ne les compte pas du tout. Bon, si on fait un petit comeback, je dirais que moi, au niveau du tennis de table, j'ai commencé en 84. En tant que joueur? En tant que joueur, oui. Et mon entraîneur, Guy Raymond, donc je peux le citer parce que les informations fait que je suis obligé de penser à lui, très très fort en ce moment. Il avait l'habitude de pouvoir nous inculquer ça dès le départ, c'est-à-dire qu'il nous formait et tout de suite il faisait en sorte qu'on puisse être en contact avec les plus jeunes pour retransmettre ce qu'on avait déjà appris et ce qui nous permettait déjà de voir qu'on avait bien compris le procédé. Et en plus, on était involontairement, ou alors volontairement de sa part, on mettait un pied directement dans le bénévolat. À quel moment tu as su que tu pouvais être encadrant, que tu pouvais être leader, que tu pouvais justement mener les autres, montrer ce que tu savais faire, retransmettre ce que tu savais faire? Je dirais que je ne l'ai pas su, ça s'est coulé, ça s'est fait d'affilée, ça a coulé de source, quoi. J'étais joueur, à côté de ça, je faisais en sorte de pouvoir retransmettre aux plus petits. On les encadrait lors des compétitions, puisque tout le monde était bénévole, donc on faisait en sorte de se partager un petit peu la tâche. Et à partir de là, on se rend compte qu'on est dedans, sans même y penser, quoi. Et c'est normal, puisqu'on le fait pour le club, on le fait pour avoir des résultats, on le fait pour progresser, et puis on le fait pour se faire plaisir aussi. À quel moment que tu continues la compétition encore jusqu'à maintenant? À quel moment tu te dis, voilà, il y a des jeunes, je vais les encadrer, il serait mieux que je les encadre, ou la compétition, c'est ce qui te pousse toujours à faire les deux?
Non, au niveau des jeunes, donc je les encadre, hein, j'ai déjà quand même passé plusieurs générations et on se rend compte que on est obligé de tout recommencer à chaque fois. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand je partirai, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière qui prenne la relève. Pour le moment, il n'y en a encore personne, donc je suis encore là. Est-ce que c'est pas ton rôle justement de former quelqu'un, d'amener quelqu'un comme toi, comme Monsieur Raymond Gaille, on vient de le citer, a fait pour toi et pour tant d'autres? Est-ce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu aimerais avoir quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas à toi de choisir ou de chercher justement quelqu'un? Ah, mais tout à fait, le travail, il a été fait. Mais comme je le dis, on est en Guyane et les jeunes ne restent pas parce qu'ils doivent partir pour leur formation personnelle, ils doivent partir même parfois pour progresser. Donc c'est un cursus de leur part, c'est leur chemin, c'est leur parcours qu'ils font. Mais il y a des jeunes que j'ai formés qui sont partis et qui continuent là-bas, ils jouent toujours, ou alors ils entraînent. Donc le travail il est fait, mais moi j'aurais bien aimé qu'ils puissent revenir. Donc tout le temps qu'il ne revient pas, je suis encore là. Voilà. Tu as rejoint la Ligue aujourd'hui ou tu es toujours dans un club? Comment ça se passe pour toi? Les deux. Les deux. J'ai mon club, le Serpentgis de Cayenne, de tout temps. Et puis, je suis à la Ligue depuis un petit moment aussi. Tu as vu passer combien de présidents jusqu'à maintenant? Oh, les présidents ne se succèdent pas systématiquement. Mais bon, j'ai connu le tout premier, c'était M. Constantin. Ensuite, il y a eu Mme Benoît. Et après, M. Charles. Donc, je les ai tous connus. Oui. Au niveau de ton combat aujourd'hui comme bénévole pour faire grandir les installations sportives, aujourd'hui c'est toujours au stade scolaire, nommé Jean-Claude Lafontaine. Est-ce que tu attends justement une nouvelle salle? La dernière compétition qui a eu lieu au Prog, aujourd'hui est-ce que ce combat du tennis de table ici en Guyane... Tout à fait, j'ai écouté religieusement Hubert M. Canto, Cantou qui nous disait, qui disait que l'évolution pour des équipements pouvoir sportifs, faire ouais. évoluer les choses, Il faut aller il en faut politique. rentrer dans la politique. Qu'on me préserve de cela. J'espère que je ne serai pas obligé de rentrer dans la politique. C'est quoi? C'est une pour que je timidité? puisse voir un autre hall spécifique se construire en Guyane quand même. Et, Quand même. et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a qu'une seule salle de sport de ping-pong, de tennis de table? On n'a qu'une seule? Qu'une seule, spécifique de Sur la tennis de table, Guyane sur la Guyane. ou sur Cayenne? On a sur la Guyane, Sur la Guyane. on a une salle d'entraînement à Montjoly, parce que je dis salle d'entraînement parce qu'on ne peut pas accueillir de public. On ne peut pas faire de compétition. On a une salle aussi à Saint-Laurent, donc c'est un gymnase où ils utilisent le gymnase, mais une salle spécifique de tennis de table où on peut accueillir, faire de la compétition et accueillir du public, c'est la seule à Cayenne. Le tennis de table en Guyane, c'est combien de licenciés aujourd'hui? Là, ça diminue d'année en année. Notre pic a été 600, 800 licenciés. Mais au fil des années, ça descend parce que on tourne en rond. On a toujours les mêmes choses. Et vous savez très bien que nos jeunes, ils ont besoin de changements, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin d'autres choses pour pouvoir être captés, pour pouvoir être captivés. Et là, on ne peut pas leur donner plus. On ne peut pas leur donner plus. Mais est-ce qu'il y a des compétitions organisées? Il y a des choses organisées quand même? Il y a des non? compétitions organisées, il y a des résultats. Anti-Guyane. Il y a des résultats. Anti-Guyane, Guyane, Suriname, Caraïbes, Caraïbes. Dom-Tom, il y a des résultats. Donc le travail, il est fait à ce niveau-là. Mais on a besoin de plus. On a besoin de plus. Donc je vais le dire encore et encore, au même titre que le foot, où ils avaient besoin à un moment donné d'avoir les terrains synthétiques parce qu'on avait besoin de pouvoir augmenter la technicité des footballeurs. Au niveau du tennis de table, pareil, on a besoin de plus de salles pour nous permettre de pouvoir s'étendre un peu plus et pouvoir récupérer, trouver des pépites. Si ce n'est les résultats, c'est quoi la difficulté auprès des politiques justement pour faire évoluer le tennis de table? Aucune idée. Je vous ai entendu jeudi. Je ne pouvais pas être là, mais j'ai entendu quand même, j'étais quand même à l'écoute jeudi, où le président de karaté parlait du nombre de salles de karaté d'arts martiaux qu'il y a en Guyane. Je suis effaré. Qu'on ne puisse pas nous proposer des salles, nous proposer des structures. Donc, il y a le dojo à Suzini, ils ont la salle
la toute récente salle à Matoury et tout. Et ils espèrent avoir une salle dans l'Ouest. C'est super, moi je dis. Dans un point de vue développement, c'est super. Mais nous, on n'a pas cette chance-là. Et je ne parle même pas des toutes petites salles. Parce que si je résume, à Matoury, on avait une salle de tennis de table à Matoury, une salle spécifique, juste derrière la salle, l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, oui. Qui a récupéré la salle? Les arts martiaux. Et en fait, le ping-pong, la salle du ping-pong, est-ce que c'est une salle particulière? Il y a des... Vous avez besoin d'équipements? Non, pas du tout. Particulières Au-delà d'une salle spécifique où on doit pouvoir accueillir donc, du public, donc avec des tribunes, avec un éclairage très très performant, c'est-à-dire un minimum de 500 lux aux tables pour avoir une bonne vision de la balle, parce que la balle va très très vite à un certain niveau. Nous avons juste besoin d'une salle qui fait quoi, 20 mètres, 30 mètres de long sur 10 mètres de large, pour nous permettre de mettre 4 tables. Et là, ça suffit largement pour pouvoir drainer des jeunes et leur permettre de pouvoir apprendre la discipline. Là aussi, je m'interpelle, c'est que tous les collèges font tennis de table dans leur pratique de l'EPS. Toi qui es enseignant justement de sport, oui. Comment ça se passe avec les écoles? Là aussi, c'est difficile parce que pour pouvoir accueillir des établissements, pour pouvoir accueillir des jeunes, il faut une salle. Et la salle de Cayenne, elle est de plus en plus limitée parce que tout le monde l'utilise. Et on ne peut pas véritablement programmer des séances d'initiation et tout avec des plus petits, avec des primaires et tout, parce que la salle est surbookée. Vous multipliez les animations dans les quartiers ou les quartiers difficiles? On l'a fait pendant des années, mais bon, comme on dit, étant donné que c'est toujours le même, on s'essouffle, je dirais, je m'essouffle. Est-ce que justement, il ne manque pas d'autres Alex Tertullien autour sur le terrain? Il en manque, mais pour cela, il faudrait pouvoir leur proposer des choses. Et là, on ne peut pas leur proposer grand-chose parce qu'on n'a qu'une seule salle. Et ce n'est pas évident. On avait une salle à Kourou aussi, une salle spécifique à Kourou. Elle a disparu du jour au lendemain. Tout ça pour un petit conflit politique. Donc il faut que tu ailles en politique, Alex. Voilà. On va se tourner vers Noël Ting, l'association Terada Dansa. Noël nous a rejoint dans les studios. Donc des activités Zumba qui se multiplient. Ici en Guyane, en plein air, aquazumba, de la Zumba un peu partout, dans les salles fermées, ouvertes. Pourquoi cet engouement? Cet engouement. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'anciennes aussi qui participent. Comment ça se passe? Eh ben, en fait, le concept Zumba, enfin, c'est une entreprise, hein, Zumba. Hein, elle a su surfer sur la vague du sport plaisir, hein, puisque c'est ça. Hein. Oui, le sport, on a mal, ça c'était l'ancienne école. Hein. Si on n'avait pas mal, c'est qu'on n'avait pas fait de sport. Ben voilà. Donc ils ont changé la donne en mettant vraiment des choses qu'on peut faire simplement en s'amusant. Et on est dans l'ère du divertissement. Hein. Voilà, là on est à radio sur Facebook et tout se passe très vite. On a envie d'avoir très vite du plaisir, pas souffrance. Et du coup, ça marche plutôt pas mal, ces concepts où justement il y a l'amusement. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'association Terada Dansa, que les auditeurs puissent bien comprendre Terada Dansa, ça comprend qui, quoi, comment, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors Terada Dansa est né en 2013. Au début, on donnait des cours de danse brésilienne. Et puis, par le fait que je me suis professionnalisée, hein, parce que c'était pas je suis pas éducatrice sportive de ma première formation, quoi, de ma formation initiale. Et puis, donc, j'ai passé mon BPGEPS et du coup, on a commencé à donner des cours de sport. Et en fait, Terada Dansa, très rapidement, s'est tourné sur des programmes beaucoup plus dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers défavorisés. Parce qu'on s'est rendu compte, quand je faisais mes stages, qu'en fait, dans les salles ou même dans les associations, hein, qui ne sont pas donc implantées pour la plupart dans des quartiers défavorisés, et bien finalement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient peu de moyens, en fait.
Et ces personnes, elles n'avaient pas forcément de quoi se déplacer. Et puis, encore une chose, elles se voient pas... Enfin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ce problème-là, parce que quand je prends la salle de Purefit, par exemple, juste à côté, il y a quand même un quartier défavorisé. Et il n'y a pas tant de personnes du quartier qui viennent dans la salle non plus. Il y a un véritable problème d'accès financier. Et aussi, on n'a pas forcément dans ces quartiers la conscience que ça fait partie de la santé de pouvoir bouger, s'occuper de soi, que ce soit par le sport, par l'alimentation. Tout ça est complètement inconnu, en fait. Du coup, ces publics sont exclus, en fait, de l'activité sportive. Donc l'association travaille avec les collectivités, propose leur activité pour entrer dans les quartiers, pour aider ces femmes qui restent seules lorsque leurs enfants sont à l'école ou autres, qui n'ont pas d'accès aux salles, comme tu nous dis. Oui. Comment vous rentrez dans les quartiers? Comment ça se passe? On sait que c'est difficile, c'est cloisonné, certains quartiers, ou le village chinois, ou d'autres. Oui. Comment ça se passe? Ça demande quand même d'avoir envie d'aller sur le terrain et d'y aller, d'aller discuter vraiment avec les personnes, de leur proposer ce programme qui s'appelle Tous en forme, un programme qui a été porté et qui est financé en fait par l'ARS, qui est financé par la DGSCS, par la DAF et qui aussi par les communes, puisqu'on a travaillé avec le DSRU de Cayenne d'abord, puis là la commune de Rémire, la politique de la ville aussi. Donc c'est vraiment un programme qui prend son sens auprès des institutions. Et sur le terrain, avant que ça prenne son sens pour les institutions, on a ramé. On a été sur le terrain, discuter avec la population, leur proposer, tester, leur proposer la Zumba, le renforcement musculaire, des ateliers cuisine avec des professionnels, des diététiciennes, cuisinières. Et au fur et à mesure, on peaufine. Donc, il y a pour les adultes, il y a pour les enfants. Donc, c'est ça. C'est vraiment le contact avec la population. Ça demande de ne pas avoir peur d'y aller. Et pour ne pas avoir peur, la première chose qu'on fait, c'est aller avec des associations qui, elles, travaillent dans la médiation sociale ou alors des animateurs du quartier, tout simplement. Est-ce qu'il y a un suivi derrière quand ils ont fait les séances de Zumba le matin, des suivis d'ateliers cuisine pour bien s'alimenter? Est-ce que derrière, pour voir les résultats, il y a un suivi avec ces familles? Ce serait top, ça. Mon grand rêve, en fait, le grand rêve, ce serait même qu'il y ait vraiment des personnes qui soient du quartier, qui soient formées avec diététiciennes et même éducateurs sportifs. Pourquoi pas qu'ils passent leur CQP, animateurs de loisirs ou sportifs, de façon à ce que dans le quartier même, il y ait des personnes qui puissent faire le relais du programme, même quand nous, on n'est pas présents, quoi. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de financé, de faire un suivi, sinon ça s'appelle du coaching. Et du coaching, déjà, ça a un coût. C'est un coût, bien sûr. Voilà. Et non, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est vraiment ces activités-là, au moins 2 fois par semaine, de façon à ce que les personnes puissent faire une activité sportive dans leur quartier, qui n'ait pas besoin non plus de matériel pour le faire, parce qu'on est toujours dans cette logique de comment je peux faire simplement en étant dans mon quartier, même si je ne peux pas me déplacer, même si je n'ai pas d'argent pour acheter du matériel. Voilà. Et après, par rapport à la cuisine, c'est toujours pareil. C'est apporter des éléments avec toujours cette conscience de « Ok, je n'ai pas forcément accès à tous les produits au niveau financier, au niveau de mes déplacements aussi. Donc, comment je fais pour cuisiner autrement, mieux, on va dire, en tout cas consommer mieux, de meilleure qualité et pour autant pas avec un très gros budget. Et pour le suivi, en fait, là, on a commencé sur Rémire l'année dernière, on va continuer cette année. Et on va voir au fur et à mesure les modifications de comportement, mais l'ambition, c'est vraiment ça. On sait que les changements de comportement pour la santé, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou ailleurs, c'est toujours pareil. En fait, ça ne vient pas comme ça, quoi. Comment les gens savent des quartiers que vous êtes là, qu'il y aura l'activité? Comment ça se passe? Là, on a été ce week-end, la fête de Saint-Michel à Matoury, vous y étiez, donc c'était une occasion. Mais sinon, dans le reste du temps, quand il n'y a pas de fête
comment on vous retrouve dans les quartiers? Les réseaux sociaux sont formidables. D'abord, on a fait le terrain. Ensuite, on a un certain nombre de contacts qui sont pris. Et le bouche à oreille fait le reste, en fait, dans les quartiers. Après, on ne travaille pas seulement dans les quartiers défavorisés. On propose aussi des cours hors quartier défavorisé. Là, on met en place des cours pour le grand public. De Zumba, de renforcement musculaire, d'intervalle training. Donc tout ça, on va le commencer dans une semaine, enfin la semaine prochaine, on fait notre rentrée. Et ça va être sur Cayenne et on attend une réponse aussi sur Émir. Donc ce sont des activités qu'on met en place pour le grand public et pas forcément que pour des personnes qui ont des problèmes de santé, même si on était sur la santé tout à l'heure. Mais on a à cœur toujours d'avoir cette triptyque sport, éducation alimentaire. Et aussi, la dernière, c'est la partie voie de vivre, art du bonheur. Donc ça, c'est la partie avec la rigologie. On en parlait justement samedi. Donc cette partie que j'appelle art du bonheur avec des pratiques d'épanouissement personnel. Voilà. Donc tout ça, on va l'intégrer au fur et à mesure de nos cours, que ce soit de nos cours de sport ou les ateliers cuisine qu'on va mettre en place également. Parce que la pratique du bonheur, c'est tout le temps. Vous allez pouvoir retrouver Terada Danza avec aussi Sport pour tous. Ils sont liés, une affiliation à Sport pour tous. Et retrouver aussi Alex Tertullien au complexe Jean-Claude Lafontaine pendant ses entraînements de tennis de table. Donc on se retrouve dans une prochaine émission de Soif de Sport sur RDI Guyane. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.